Un dieu du football américain aux allures de star de cinéma. O.J. avait un charme décontracté et beaucoup de charisme. Une ex-femme splendide à qui tout semble réussir. Nicole n'avait que 18 ans et elle était serveuse dans une discothèque quand O.J. Simpson est entré dans sa vie. Il est tombé amoureux. Et un double meurtre atroce, suivi d'une course-poursuite tristement célèbre. Là, je me suis dit qu'il allait sans doute essayer de se suicider. Tout le monde retient son souffle lors de ce procès à double sens. Ça me touche personnellement quand on m'accuse d'avoir falsifié des preuves. Il faudra toute la ténacité d'un enquêteur pour démêler le vrai du faux. Dans cette affaire, les preuves ADN étaient irréfutables. Il n'y avait que 3 personnes en cause, le suspect et les 2 victimes. Qui a tué Nicole Brown Simpson? « 3 heures du matin. Dans une ville assoupie, Tom Lange, inspecteur de la police criminelle de Los Angeles depuis 16 ans, est appelé sur une scène de crime. À 3 heures du matin, on m'a signalé un double homicide dans le secteur ouest de Los Angeles. Dans la banlieue chic de Brentwood, la police découvre 2 corps gisant dans une mare de sang. Quand je suis arrivé, la scène de crime était déjà circonscrite. Nous avons découvert 2 corps. Le premier, féminin, était au niveau du patio, devant l'entrée, pieds nus. La victime avait été très violemment frappée, à l'arme blanche, presque décapitée. On voyait ses vertèbres cervicales affleurées au niveau de la gorge. La victime en question est Nicole Brown, 35 ans, l'ex-épouse d'O.J. Simpson et mère de ses 2 enfants. À sa droite, gît un autre corps. Il avait des blessures défensives sur les mains, comme s'il avait voulu se protéger. Tom Lange trouve un permis de conduire dans le portefeuille de l'homme. Il s'agit de Ronald Goldman, 25 ans. Tom Lange ignore qui est ce Ronald Goldman et pourquoi il a été tué aux côtés de Nicole Brown. En revanche, la scène de crime est jonchée d'indices. On a retrouvé un gant gauche. Les collègues nous ont aussi montré d'autres indices, comme un bonnet. Il y avait également une paire de lunettes de vue qui nous a beaucoup intéressés. La présence d'une enveloppe et de ces lunettes demeure un mystère, tout comme l'identité du tueur. Cependant, les preuves matérielles permettent à l'inspecteur Lange de déterminer que le meurtrier s'est enfui par le portail de derrière. Il y avait plusieurs empreintes de pas qui partaient vers le fond du jardin. Tandis que Tom Lange poursuit ses investigations, les caméras de télévision se massent sur les lieux. Les médias ont débarqué. Ils ont installé leurs caméras sur une espèce de butte de 5 mètres de haut qui donnait directement sur la scène de crime. On ne voulait pas qu'ils filment les victimes. Ce n'est pas une façon de découvrir le corps de ses proches. Pour pouvoir résoudre cette affaire sordide, l'inspecteur Lange doit en apprendre plus sur les victimes. Nicole n'avait que 18 ans et elle était serveuse en discothèque quand O.J. Simpson est entré dans sa vie. Il est tombé amoureux tout de suite. Ils ont entamé une relation, bien qu'O.J. soit toujours marié avec Marguerite. Leur histoire a démarré sur les chapeaux de roue et ils ont été mariés 7 ans pendant lesquels ils ont eu une fille, Sydney, et un garçon, Justin. Suite au divorce, Nicole a obtenu la garde principale de ses enfants et aujourd'hui, voilà cette jeune mère gisant au sol, dans son patio, tandis que ses 2 enfants de 8 et 6 ans dorment à l'intérieur. La priorité, bien sûr, c'était de préserver les enfants. Première chose à faire, contacter Simpson. À ce stade, on était dans le brouillard complet, mais on se devait d'effectuer ce signalement avant que les médias s'en chargent. Tom Lange et ses collègues se rendent à la propriété de Rockingham Avenue chez O.J. Simpson pour lui confier la garde de ses enfants. En approchant de l'adresse, on a emprunté la fameuse avenue et là, on a vu un 4x4 blanc mal stationné. Visiblement, le conducteur s'est égaré à la va-vite.
Tom Lange confirme qu'il s'agit bien du véhicule de Jay Simpson. L'inspecteur Mark Furman l'inspecte scrupuleusement. Furman a fait le tour de la voiture et il a repéré une tache juste en dessous de la poignée de la portière qui ressemblait à du sang. Là, ça m'a alerté. Si quelqu'un était en danger, blessé ou sur le point de l'être, on devait agir sans attendre. On est allé frapper à la porte d'entrée. Pas de réponse. Je me suis dit, il y a un problème. Si O.J. Simpson est à l'intérieur, il est peut-être mort lui aussi. Tom Lange et ses coéquipiers se dispersent et vont vérifier les dépendances au fond de la propriété. Il y avait 3 bungalows. On s'est dirigé vers le premier. On a frappé à la porte et c'est Keto Kellin qui nous a ouvert. Il était très perturbé, il ne comprenait pas ce qui se passait. On cherche O.J. Simpson. Vous savez où il est? Keto Kellin était une personnalité connue à Hollywood. Il travaillait comme assistant, il faisait partie du personnel de maison. On lui a expliqué la situation. Nous sommes de la police, nous sommes là pour quelques vérifications. Est-ce qu'O.J. Simpson est ici? Là, il a un peu émergé, il a répondu. Non, il a pris l'avion cette nuit, il est à Chicago. De notre côté, on a réussi à le joindre à Chicago et à lui dire « Nicole est morte. Il faudrait que vous rentriez le plus tôt possible. On a vos enfants. » Et Simpson a dit « D'accord, je prends le premier avion. » Keto informe Tom Lange qu'il a entendu un bruit étrange dans la soirée. Il m'a dit que dans la nuit, il avait entendu comme une secousse dans le mur, de l'autre côté de son lit. 3 coups, comme si quelqu'un était là. L'inspecteur Mark Furman se rend donc à l'arrière de la maison pour vérifier. Il allait emprunter l'allée, et là il a vu un gant en cuir par terre. Il s'est alors dit, il y a un gant en cuir ici, il y en a un autre à Bundy. On a tous regardé le gant et on y a clairement vu des traces de sang. Quand on a ajouté cet élément à ce qui était vraisemblablement une tache de sang sur la voiture, on a tout de suite pensé scène de crime. Simpson est bien entendu devenu suspect. O.J. Simpson a tout du héros à l'américaine. Il a grandi dans les quartiers difficiles de San Francisco, au milieu de la misère et du crime. Le football, c'était sa seule échappatoire. Au sommet de sa gloire, il était sans conteste un des meilleurs joueurs de football américain de tous les temps. Je regardais ses matchs quand j'étais jeune, je l'adorais. Il a su capitaliser sur sa renommée sportive. Il a été parmi les premiers sportifs à faire fructifier ses succès sur le terrain en faisant par exemple de la pub à la télé. Les gens pouvaient à la fois le regarder et l'encourager sur un terrain de football, et ensuite l'admirer, l'adorer sur petit écran. O.J. avait un charme décontracté et beaucoup de charisme, en plus d'un sourire qui faisait fondre tout le monde. Mais aujourd'hui, l'ex-femme de Jay Simpson a été retrouvée morte ainsi que son ami Ronald Goldman. Et O.J. est le principal suspect. 3 heures seulement après l'arrivée de l'inspecteur Lange sur la scène de crime, O.J. Simpson est sur un vol retour Chicago-Los Angeles. Le soleil se lève à peine et Tom Lange n'a toujours pas dormi. Il tient à prévenir la famille de Nicole avant qu'elle apprenne le drame dans les médias. Et il veut savoir où elle était avant le meurtre. J'ai horreur de faire ça, mais j'ai dû apprendre la mort de Nicole à sa famille par téléphone. C'est la démarche que détestent tous les flics. J'ai annoncé au Brown que Nicole était morte. Pas comme ça, évidemment, mais c'était l'idée. Là, j'ai entendu des cris et des hurlements à l'autre bout du fil. C'est lui, c'est O.J., j'en suis sûr. Il a fait comme il a dit, il avait dit qu'il la tuerait, il l'a fait. Elle n'arrêtait pas de crier. C'est ce qui m'a fait dire, là, l'affaire est grave. Il faut qu'on creuse, on a des choses à apprendre. Vous ne vous étiez pas vu ou reparlé depuis? Tom Lange demande à Judith Abron ce qu'a fait sa fille Nicole le soir de sa mort. Le soir du meurtre, la fille de Nicole et O.J. participaient à un spectacle de danse dans un collège à Brentwood. O.J. est venu assister à ce moment familial. O.J. et Nicole sont divorcés depuis 2 ans, mais ils sont toujours aussi disponibles pour leurs enfants.
Il est possible qu'il y ait eu une certaine tension le soir du gala de danse. Mais rien d'anormal entre deux ex qui tentent de faire bonne figure pour le bien-être de leurs enfants. La mère de Nicole indique à l'inspecteur qu'O.J. est parti après le gala et que le reste de la famille est allé dîner au Mezzaluna, le restaurant où Ronald Goldman, l'ami de Nicole, était serveur. Le dîner terminé, ils ont bien sûr quitté le restaurant. Et c'est là que la mère de Nicole, Juditha, aurait perdu ses lunettes dans la rue sur le trottoir. Alors Nicole a appelé le restaurant pour savoir si quelqu'un les avait retrouvées. Ronald allait partir, mais il a dit « je m'en occupe ». Ronald se rend tout de suite après son service chez Nicole, qui s'est fait couler un bain en l'attendant. Ronald et Nicole étaient amis, ça au moins, on en est sûr. Beaucoup de gens se sont imaginé une histoire entre mon frère et Nicole, parce que quand la police est arrivée chez elle, elle a trouvé sa baignoire pleine et bordée de bougies. En plus, elle n'était plus mariée, mon frère n'était pas marié, ils étaient tous les deux des adultes consentants. Ronald arrive chez Nicole à 22h25. On pense que mon frère a surpris l'agresseur de Nicole en arrivant et qu'il est resté pour essayer de la défendre. Il a été poignardé à de multiples reprises. Il avait des lacérations au cou. Il a été touché de 4 coups de couteau mortels. L'enveloppe ensanglantée est celle qui contenait les lunettes. Mon frère les tenait à la main. C'est comme ça que Ronald Goldman, 25 ans, a été retrouvé mort. Mon frère Ron était de 3 ans et demi, mon aîné. Il était très protecteur. Il était toujours là pour moi. Quand mon père nous a annoncé que Ron était... qu'il était mort, je me suis effondrée. Je suis tombée comme dans un tourbillon. Je ne me souviens pas si j'ai vraiment hurlé ou si j'ai seulement poussé un cri intérieur. Je ne pourrais pas le dire. D'après la nature des blessures que portent Ronald et Nicole, Tom Lange pense que le tueur les connaissait. Les victimes ont été lacérées avec acharnement, poignardées à de nombreuses reprises et l'une d'elles quasiment décapitée. C'était volontairement violent. Pourquoi Ronald Goldman a-t-il été tué? Est-il une victime collatérale ou était-il visé au même titre que Nicole? L'inspecteur Tom Lange de la police de Los Angeles cherche à identifier l'auteur d'un double homicide. Les victimes: Nicole Brown Simpson, ex-femme de la star de football O.J. Simpson, et son ami, Ronald Goldman. Du sang a été retrouvé sur sa voiture et un gant ensanglanté dans son jardin. O.J. fait donc figure de suspect numéro 1. Dès 9 h du matin, Tom Lange obtient l'autorisation de fouiller sa propriété en quête de preuves le reliant au meurtre. On a retrouvé une trace de sang qui partait de l'arrière du 4x4 pour remonter l'allée jusque dans le renfoncement, puis dans la maison. On a retrouvé dans sa chambre, par terre, une paire de chaussettes, apparemment celle de Simpson. Il y avait du sang sur ces chaussettes. Les preuves accablent de plus en plus O.J., mais Tom Lange doit encore prouver sa présence sur les lieux du crime au moment des faits. L'examen médico-légal et le témoignage d'un voisin lui permettent d'estimer plus précisément l'heure de la mort. Pour moi, les meurtres se sont produits autour de 22h35. Un voisin qui sentait ses chiens nous a dit qu'il avait entendu des cris, des hurlements qui étaient ceux de Simpson, selon lui. Où était donc O.J. Simpson à 22h35 ce fameux soir? Keto nous a dit qu'ils étaient sortis tous les deux dans la soirée pour aller chercher des hamburgers au drive du coin. Et vers 22h, Simpson serait parti à l'aéroport. O.J. Simpson a un alibi. À ce stade, on n'avait rien de solide contre lui. Le lendemain des meurtres, aux alentours de midi, O.J. débarque à Los Angeles devant une horde de journalistes. Il rentre immédiatement chez lui où il est accueilli par l'inspecteur Lange. Je peux vous poser quelques questions? Je vous en prie. Quand avez-vous vu Nicole pour la dernière fois? C'était juste après le gala de danse de notre fille. Il nous a dit que le soir des meurtres, il s'était rendu au gala de danse de Sydney, sa fille, dans un collège du quartier. Il a déclaré que par la suite, les Brown et Nicole étaient sortis dîner. Ils m'ont proposé de venir, mais j'ai refusé. C'était faux. D'après O.J., c'est la dernière fois qu'il aurait vu sa magnifique ex-épouse. Plus tard, ce même soir, après son dîner avec Keto, il serait rentré chez lui pour préparer son départ pour Chicago.
Il nous a laissé entendre qu'il était dans la maison en train de se préparer. Il a dit « Je courais dans tous les sens en attendant le chauffeur. » What time did you leave last night? Leave the house? To go to the airport. Mm-hmm. About the limo was supposed to be there at 10:45. Normally they get there a little earlier. I was rushing around, and somewhere between there and 11 o'clock. O.J. confirme son alibi, mais Lang s'intéresse de plus près à la vie maritale d'O.J. et Nicole. Il lui demande s'il lui est arrivé de frapper son ex-épouse. Y a-t-il eu des épisodes de violence conjugale entre vous, O.J.? On a eu quelques disputes. C'est arrivé que Nicole se jette sur moi, qu'elle me frappe, et que je doive parer ses coups et la maîtriser pour éviter que ça dégénère. Il n'avait soi-disant jamais levé la main sur elle. Tom Lang remarque alors un détail pour le moins étrange. Qu'est-il arrivé à votre doigt? On a bien vu qu'il saignait au niveau du majeur gauche, et ça, c'était très intéressant. On avait retrouvé un gant gauche sur la scène de crime, sans doute perdu au cours de l'agression. Il s'est probablement coupé en sortant son couteau. How did you get the injury on your hand? I don't know. At the house, I was just running around. We've got some blood on and in your car. We've got some blood at your house, and it's sort of a problem. Tom Lang réalise des prélèvements sanguins et des relevés d'empreintes d'O.J., mais doit le laisser partir. On n'avait rien pour l'arrêter. Tandis que les laborantins analysent le sang retrouvé un peu partout chez O.J. Simpson, le standard de la police de Los Angeles est saturé d'appels. À chaque fois qu'une affaire est médiatisée, on reçoit des infos. Les gens nous appellent pour toutes sortes de raisons. On a dû recevoir plus de 500 tuyaux. Un de ces tuyaux interpelle toutefois la police. On a notamment reçu une info sur Jason Simpson, le premier fils d'O.J. Un ancien agent de la police de Los Angeles qui s'était entretenu avec Nicole Simpson rapporte à Tom Lang leur petite conversation. Et elle lui aurait dit « Je crois que Jason me suit ». Tom Lang se demande alors si Jason Simpson pourrait être le tueur. Du coup, on a voulu interroger Jason Simpson, mais le souci, c'est qu'il avait un avocat qui a fait barrage à cet interrogatoire. Le jeune homme aurait-il quelque chose à cacher? C'était logique de suspecter Jason parce qu'il faisait partie du cercle intime. C'était un membre de la famille et une enquête commence toujours par les proches de la victime. À l'époque des faits, Jason est un jeune homme de 24 ans, chef cuisinier au restaurant Jackson à Los Angeles. C'est aussi un jeune homme perturbé. Il est normal qu'on ait pu soupçonner Jason Simpson. Il avait quand même un passif de violence. 2 mois avant les meurtres, Jason a tiré sa compagne hors de sa voiture pour l'agresser. Il a quand même essayé d'étrangler sa compagne. On peut se demander si ce ne serait pas le premier pas vers l'acte ultime, le meurtre. Cependant, pour Tom Lang, une question demeure. Certes, Jason est violent, mais pourquoi s'en serait-il pris à Nicole? Jason était issu d'une première union. Et soudain a surgi dans sa vie ce deuxième mariage avec une épouse plus jeune et plus jolie. Et par la suite, une nouvelle fratrie. On est donc en droit de se demander s'il n'en a pas conçu une certaine forme de colère, de rancœur, de frustration à l'égard de Nicole. L'inspecteur Lang apprend alors que le soir des meurtres, Nicole s'est peut-être involontairement attiré les foudres de Jason. Il était plus ou moins entendu que Nicole se rendrait dans son restaurant après le gala de danse de sa fille, mais finalement elle a changé d'avis et elle est allée au Mezzaluna. Elle lui a pour ainsi dire posé un lapin et certains pensent que ça l'a contrariée. Jason Simpson souffre de troubles explosifs intermittents, une affection qui occasionne chez lui des accès de violence fréquents. Il souffrait d'une maladie mentale. Il était traité pour ça et peut-être a-t-il eu une crise qui l'a poussé à la tuer. Fort de cette nouvelle hypothèse, Tom Lang retourne éplucher la scène de crime. C'était un meurtre à l'arme blanche, donc volontairement violent. Quand on cherche un suspect, on cherche aussi celui qui a accès à des armes. Étant cuisinier, il avait toute une batterie de couteaux. Jason refuse toujours de parler, mais les hommes de Tom Lang interrogent ses collègues au restaurant Jackson. L'un d'eux apprend qu'il chose du 46. La même pointure que l'empreinte de pas retrouvée près du corps de Nicole. Et on cherchait un suspect qui chaussait du 46. L'inspecteur Lang envisage alors l'impensable. Jason Simpson a peut-être assassiné l'ex-épouse de son père.
Tom Lange, inspecteur à la criminelle de Los Angeles, est sur une enquête délicate. L'ex-femme de la star de football O.J. Simpson a été retrouvée assassinée aux côtés de son ami, Ronald Goldman. Il se demande si le fils aîné d'O.J., Jason Simpson, ne serait pas le coupable. Jason était issu du premier mariage de Jay Simpson. Et il était un peu jaloux de la nouvelle famille que son père s'était construite, de ses jeunes enfants. Il était chef cuisinier et il attendait la visite de Nicole après le gala de danse de la petite. Mais elle a finalement opté pour le Mezzaluna. Mais même s'il a pu être agacé par ce changement de dernière minute, ses collègues affirment qu'il ne peut pas être le tueur. Jason avait un alibi imparable. Quand on a analysé ses faits et gestes ce soir-là, on s'est rendu compte qu'il travaillait bien au restaurant Jackson au moment des faits. Après le travail, sa compagne le récupère et il passe la soirée devant la télé. On n'avait aucune preuve que Jason Simpson était lié au meurtre. Aucune preuve concrète. Point barre. La piste Jason Simpson est une impasse. Mais en attendant le résultat des tests ADN, rien n'accable officiellement O.J. Simpson. Carl Douglas, l'un de ses avocats, affirme qu'O.J. serait incapable de faire du mal à la mère de ses enfants. Je n'arrive pas à m'imaginer O.J. Simpson laissant jaisir le corps de Nicole ainsi, sachant que sa fille risquait à tout moment de tomber sur le cadavre de sa mère. Je ne crois pas, du plus profond de mon âme, qu'un père digne de ce nom puisse faire ça. L'inspecteur Tom Lange reçoit alors un grand nombre de nouvelles informations indiquant que le meurtrier serait tout autre. On a dû explorer la piste du deal de drogue qui avait mal tourné. Un nom revient alors régulièrement, Faye Resnick. On nous a souvent parlé de Faye Resnick, une amie proche de Nicole. On a bien sûr exploré cette piste et il s'est avéré que Faye était notoirement toxicomane. Faye Resnick rencontre Nicole Brown peu après son divorce avec O.J. Simpson. Suite au divorce, Nicole s'est un peu lâchée, comme on dit. Et elle s'est mise à vivre la vie qu'elle n'avait jamais eue, car elle s'était mariée et était devenue mère très jeune. Et elle y est allée franchement. Elle faisait la fête, elle prenait de la drogue, et elle fréquentait un nouveau cercle d'amis dont Faye Resnick faisait partie. Faye, elle, n'avait pas beaucoup de limites. Elle avait une vie personnelle très dure, une dépendance très forte à la drogue. D'ailleurs, elle avait dormi sur le canapé de Nicole quelques jours seulement avant le double meurtre. Faye Resnick séjourne 5 jours chez Nicole et on repart peu avant les meurtres. Le jeudi qui a précédé le dimanche meurtrier, Nicole Brown Simpson et les proches de Faye Resnick se sont réunis chez Nicole pour avoir justement une sérieuse discussion avec Faye. Reste à déterminer si les problèmes de drogue de Faye ont pu attirer chez Nicole des personnes peu recommandables. On a notamment imaginé que c'était des hommes de main d'un baron de la drogue colombien qui avaient commis le double meurtre. Peut-être était-il à la recherche de Faye Resnick, qui avait séjourné chez Nicole, qu'ils étaient tombés sur cette dernière et qu'ils l'avaient éliminée à la colombienne. L'entaille à la gorge de Nicole, profonde et en demi-cercle, rappelle ce que certains cartels de la drogue appellent la cravate colombienne. Pour corriger ceux qu'ils qualifiaient de balance dans le milieu de la drogue, les Colombiens avaient pour réputation de leur trancher la gorge et de faire passer leur langue à travers l'orifice ainsi créé. C'est ça, une cravate colombienne. Nicole et Ron Goldman ont-ils été éliminés par des tueurs à gages? Par la suite, nous avons eu connaissance d'un témoin qui était dans le secteur de Bundy au moment des faits et qui a déclaré avoir vu s'enfuir plusieurs hommes affublés de bonnets. Ah oui, l'histoire du deal de drogue qui a mal tourné et du témoin qui a vu des gens s'enfuir des lieux du crime, ça n'a jamais été corroboré. Lange est affirmatif. Les preuves indiquent qu'il n'y a qu'un seul tueur. Les indices relevés sur la scène de crime montraient sans le moindre doute qu'il n'y avait qu'un assaillant, tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un jeu d'empreintes de chaussures autour des victimes.
Toujours d'après Lang, les tueurs professionnels ne laissent pas de traces. Ce double homicide ne concordait en rien avec un cambriolage ayant mal tourné, un contrat mafieux ou autre. On ne s'acharne pas avec autant de cœur en laissant autant de preuves derrière soi quand on est un professionnel de la mafia, du crime organisé ou un baron de la drogue. Ça ne cadrait pas. L'idée que Nicole Brown et Ronald Goldman aient été tués par des trafiquants de drogue aux trousses de Faye Resnick est définitivement abandonnée. On a éliminé Faye de l'enquête, elle et tout ce qui allait avec, par manque de preuves. Une supposition, ce n'est pas une preuve, d'accord? On ne s'appuie pas sur des dires, mais sur des preuves concrètes. Sans autre suspect, Lang se penche plus avant sur le passé de Nicole et O.J. Et soudain, la version de ce dernier commence à se déliter. Y a-t-il eu des épisodes de violence conjugale entre vous, O.J.? On a eu quelques disputes. C'est arrivé que Nicole se jette sur moi, qu'elle me frappe, et que je doive parer ses coups et la maîtriser pour éviter que ça dégénère. O.J. affirme qu'il n'a jamais frappé Nicole. Mais Lang découvre qu'il a un long passif de mari violent. La police a dû intervenir à de multiples reprises auprès de Nicole. Il y a notamment trace d'une intervention des collègues à Rockingham Avenue. Nicole avait été frappée, elle s'était enfuie de la maison et réfugiée dans les buissons jusqu'à l'arrivée de la police. Elle a dit qu'O.J. l'avait littéralement passé à tabac. Et elle conservait d'ailleurs des clichés pour le prouver. Elle tenait un journal de toutes les violences qu'elle disait avoir subies de sa part. Ce journal fait état de 62 épisodes de violence et de mauvais traitements de la part d'O.J. Simpson sur une période de 15 ans. Nous avons des clichés de ces blessures pris par la police. C'est arrivé à de très nombreuses reprises. On a consigné beaucoup d'incidents de ce genre. En 1989, Simpson est condamné pour violence conjugale à 120 heures de travaux d'intérêt général et à une mise à l'épreuve de 2 ans. D'après les proches, les menaces d'O.J. se seraient intensifiées peu avant les meurtres. Après le divorce, Nicole n'était toujours pas rassurée. Et sa famille dit avoir entendu des choses du style « Si je te vois avec un autre homme, je te tue » ou « Ça fera très mal ». Malgré ces démonstrations de violence, Tom Lang ne peut rien contre O.J. s'il a un alibi. C'est alors qu'un nouveau témoin se présente et l'affaire O.J. Simpson va prendre un premier tournant décisif qui ne sera pas le dernier. L'inspecteur Tom Lang vient d'établir qu'O.J. Simpson avait usé de violence contre son ex-épouse. Mais il ne peut toujours rien contre lui, car O.J. a un solide alibi. Il était sorti acheter des hamburgers avant de rentrer se préparer pour un voyage à Chicago. Cependant, Tom Lang a un nouveau témoin qui a vu O.J. le soir des meurtres. Le témoignage d'Alan Park a été décisif. C'est le chauffeur qui était passé prendre O.J. ce soir-là. Et il était très au fait des horaires. En fait, il a tout bonnement démoli le petit alibi qu'O.J. s'était forgé. Park affirme être passé prendre O.J. pour l'emmener à l'aéroport à 22h23. Ne connaissant pas très bien le quartier, il était parti de bonne heure et donc arrivé de bonne heure. Il a sonné à l'interphone, mais personne n'a répondu. Quelques minutes plus tard, Park a vu un homme noir d'environ 1m80 et 90 kg entrer dans la maison. Il était sûr que c'était O.J. Simpson. Il a sonné une nouvelle fois et là, Simpson a répondu. « Bonsoir monsieur, c'est la navette pour l'Axe. »« Pardon, j'étais sous la douche. J'ai pas arrêté, j'arrive. » « Aucun souci, monsieur, j'attends. » Simpson lui a servi son couplet de « J'étais sous la douche, j'avais 1000 choses à faire ». Mais lui savait que c'était faux, il n'y avait pas de douche. Il venait de rentrer chez lui. C'était un témoignage crucial. D'après les dires d'Alan Park, O.J. serait rentré chez lui aux alentours de 22h55, soit 20 minutes après que Nicole et Ronald ont été assassinés à 2 pas de là. Timing parfait, ça ne pouvait pas mieux cadrer. C'est un pas de géant dans l'enquête. Désormais, on sait qu'O.J. Simpson a un passif de violence et plus d'alibi. Pour bétonner le dossier, Lang recherche des preuves reliant O.J. à la scène de crime. Les empreintes de pas laissées dans le sang sur les lieux du crime avaient été faites par des chaussures de la marque Bruno Magli, un modèle peu courant. Du coup, si les enquêteurs parvenaient à identifier la personne qui portait ces chaussures, ils tenaient leur coupable. L'inspecteur Lang creuse cette piste en essayant de retrouver une photo d'O.J. arborant ces fameuses Bruno Magli. Mais il fait chou blanc. La police n'a pas pu faire le lien entre ces chaussures et O.J. Simpson.
Malgré toutes ses apparitions télévisées, toutes les photos qui ont été prises de lui, personne, au moment du procès pénal, n'a pu produire la moindre image d'O.J. avec ce type de chaussures. C'est un coup dur. Mais Lange obtient bientôt les preuves indiscutables dont il avait besoin. On a reçu les résultats du labo et il s'est avéré qu'il y avait du sang d'O.J. Simpson partout sur la scène de crime. Dans cette affaire, les preuves ADN étaient irréfutables. Les tests ADN pratiqués sur le gant retrouvé chez O.J. ont révélé que les traces de sang appartenaient à Nicole, Ron et O.J. On a retrouvé une paire de chaussettes, visiblement celle d'O.J., sur le sol de sa chambre. On a retrouvé du sang sur ses chaussettes, celui de Nicole. L'ADN présent sur ses chaussettes était uniquement celui de Nicole. Il n'y avait que 3 personnes en cause, le suspect et les 2 victimes. Ce sont les seuls ADN que nous avons retrouvés. Fin de l'histoire. Le bureau du procureur émet un mandat d'arrêt à l'encontre d'O.J. Simpson. Mais au lieu de l'appréhender directement, il lui est demandé de se présenter volontairement au commissariat. La reddition d'O.J. Simpson, c'était un grand moment de cinéma. La police a été conciliante avec lui parce que c'était une star. Il était supposé se rendre le lendemain matin après le dépôt du dossier. Mais au lieu de se rendre, Simpson part en cavale. Il s'est enfui, il est monté dans son 4x4 avec AC Collins au volant, direction le Mexique. J'étais au bureau quand c'est arrivé. Je suivais tout sur notre écran de télé. Le shérif du comté d'Orange a repéré sa voiture et l'a prise en chasse. Bon, à 30 km/h, on ne peut pas vraiment parler d'une course-poursuite. Mais il avait une arme. Il la pointait sur sa tête et il l'agitait dans tous les sens. Quand il y a une arme, tout de suite, on se dit qu'elle est vraie, qu'elle est chargée et qu'il va probablement s'en servir. Là, je me suis dit qu'il allait sans doute essayer de se suicider. Qu'allait-il arriver? Le spectacle captive tout le pays. 95 millions de personnes le suivent en direct. C'était vraiment surréaliste et bizarre. Il y avait des gens au bord de la route avec des pancartes « Vas-y, Juice, vas-y !» Pour certains, c'est un divertissement. Pour d'autres, c'est une nouvelle preuve du racisme policier. Le double meurtre s'est produit 2 ans après l'affaire Rodney King et les débordements de violence que ça a déclenché. Los Angeles était toujours sensible et la fracture raciale entre la communauté noire et la police était encore béante au moment des meurtres. Et là, la police s'en prenait une nouvelle fois injustement à un homme noir, et un homme noir célèbre qui plus est. Tom Lange n'a qu'une mission, que O.J. reste en vie. Le premier serment que j'ai prêté, c'est de servir et protéger. C'était mon principal souci, mais pas seulement. Les flics qui le coursaient n'allaient pas lui demander gentiment de lâcher son arme. S'il les braquait, il tirait direct. Avec mon père, on ne voulait pas qu'il meure. Non, ne le tuez pas. Sinon, on ne saura jamais ce qui s'est passé. On voulait qu'il y ait un procès. Lange tente alors un coup de poker. J'avais son numéro de portable. Je me suis dit, c'est sans doute idiot, mais au moins j'aurais tenté. Je vais l'appeler, il ne répondra pas. Il y a eu 2 tonalités et il a décroché. Il avait l'air épuisé, à bout. J'ai fait, c'est Tom, qu'est-ce qui se passe? O.J., écoutez-moi, je vous vois là sur l'autoroute, vous roulez. Mon seul souci, c'était l'arme chargée, parce que quelqu'un allait forcément se faire tuer. Tout reposait sur moi, c'est moi qui parlais au type armé. Fallait pas se louper. Nul ne sait comment, mais Lange parvient à convaincre O.J. de rebrousser chemin. Tom Lange est ressorti comme le héros de la course-poursuite d'O.J. Simpson car c'est lui qui l'avait au téléphone et qui a réussi à l'empêcher de se suicider. Je me suis dit que j'avais fait ce qu'il fallait. On a eu de la chance. Il a décroché. C'est tout. Après 1h30 de suspense, O.J. rentre finalement chez lui. Il est immédiatement placé en garde à vue et inculpé pour meurtre. On tenait indubitablement notre affaire, mais on n'avait pas encore gagné le procès. On n'est jamais sûr de rien. Jamais. L'affaire la plus médiatisée de l'histoire se conclut par un procès opposant O.J. Simpson à la police. C'était aussi le procès de la police. Forçant une famille à prendre la justice à son compte. O.J. Simpson, une des stars incontestées du sport américain, comparaît pour le meurtre sauvage de son ex-épouse, Nicole Brown Simpson, et de son ami, Ronald Goldman. C'est un procès hors du commun. Les Américains sont toujours friands d'une bonne énigme policière. Dans cette affaire, il y avait de tout. À la fois la question raciale, mais aussi du sexe, de la drogue et de la célébrité. Tout ce qui nous titille, nous, les Américains.
Pour Kimberly Goldman, cette affaire n'a rien d'un spectacle. Elle la touche au plus profond. J'ai quitté ma vie à San Francisco. J'ai embarqué toutes mes affaires et mon chat pour venir m'installer dans la chambre de mon frère chez mon père et assister au procès, tous les jours pendant 9 mois et demi. L'accusation informe le jury que son dossier contre O.J. Simpson est extrêmement solide. O.J. Simpson était un mari violent. Le divorce n'a pas apaisé leur relation. Nicole a d'ailleurs accusé O.J. de la harceler. Elle avait peur de lui. L'accusation avance qu'un petit incident a fait basculer O.J. de simple harceleur à meurtrier. Le soir du meurtre, la fille de Nicole et O.J. participaient à un gala de danse. O.J. est arrivé en retard et Nicole ne lui avait pas gardé de place. Certains pensent que ça l'a un peu contrarié. Kato a ajouté qu'O.J. n'a probablement pas été ravi de la petite robe noire assez ajustée que portait Nicole. O.J. Simpson, il faut bien le dire, était un homme très jaloux et autoritaire. Après le spectacle, l'agacement d'O.J. monte d'un cran. O.J. était furieux de ne pas être convié au dîner au Mezzaluna après le gala. Ce soir-là, O.J. s'est senti extrêmement humilié. Cette humiliation, en plus du fait que Nicole s'était apprêtée, c'en était trop pour lui. Plus tard dans la soirée, après son dîner avec Kato, O.J. décide de se rendre chez son ex-femme. Il est allé épier Nicole, histoire de voir ce qu'elle faisait. Là, la porte s'est ouverte et la jeune femme est sortie, pieds nus, dans sa jolie robe. Il n'a pas compris. Lang pense que c'est ce qu'il a vu ensuite qui l'a poussé au meurtre. Tiens, c'est pour toi, je crois. Elle porte une robe chic, elle attend un ami et voilà ce belâtre qui arrive et qui rentre. Est-ce que ça a pu l'énerver, à votre avis? Le gars était juste venu lui rapporter ses lunettes. Pourtant, ça a quand même été le déclic. Pour condamner O.J., l'accusation s'appuie sur de multiples résidus d'ADN et de sang. Il y avait les preuves ADN. Il n'avait pas d'alibi. Il avait un mobile, l'opportunité, tout était contre lui. La question qu'on se posait tous, c'était de savoir si O.J. Simpson, un des hommes les plus célèbres jamais arrêtés pour un double meurtre, risquait aussi la peine de mort. Alors que l'accusation étaye son argumentaire de preuves matérielles, la défense, elle, s'en prend à la police. La défense a avancé qu'O.J. Simpson avait été piégé par un agent de la police de Los Angeles qui avait à son actif de multiples accusations de corruption et de violence, en particulier avec la communauté noire. L'homme en question, Mark Fuhrman, inspecteur de la police criminelle de Los Angeles de 44 ans. C'est Mark Fuhrman qui a trouvé le gant ensanglanté. Son témoignage est indispensable à l'accusation, mais les avocats d'O.J. le prennent en flagrant délit de mensonge. You say on your oath that you have not addressed any black person as a or spoken about black people as in the past 10 years, Detective Fuhrman. That's what I'm saying, sir. C'était du pain béni pour la défense. Mark Fuhrman affirmait à la barre qu'il n'avait jamais fait usage de termes racistes, alors qu'elle disposait de tout un tas de preuves disant le contraire. Les preuves en question, les conversations enregistrées du dit Fuhrman avec un écrivain. Le fait qu'il ait nié l'usage pourtant avéré de propos racistes a remis en doute la découverte du gant. La défense prétend que Mark Fuhrman, mu par sa haine raciste à l'égard d'O.J., a ramassé un gant sur la scène de crime pour le déposer ensuite sur la propriété de l'accusé. Ça m'énerve. Oui, ça me touche personnellement quand on m'accuse, moi ou un membre de mon équipe, d'avoir falsifié des preuves. C'est alors que l'armada de 11 avocats d'O.J. Simpson décide d'un nouveau choix tactique. On a demandé à M. Simpson d'enfiler le gant du meurtrier.
Cette tentative a visiblement semé le doute dans l'esprit des jurés. Le gant ne semblait pas lui aller parce que le cuir s'était rétracté. Le sang qu'il avait détrempé avait séché. Ça, plus les talents d'acteur d'O.J., et le tour était joué. Quand les avocats de la défense rappellent Fuhrman à la barre pour lui demander s'il a déposé le gant incriminant, sa déclaration choque tout le monde. Au final, quand on lui a demandé s'il avait déjà trafiqué des preuves sur une scène de crime, il a invoqué le 5e amendement. Have you ever falsified a police report? I wish to assert my Fifth Amendment privilege. Si on avait un quelconque espoir de gagner ce procès, il venait de l'enterrer. Le matin du 3 octobre 1995, devant 142 millions de personnes suspendues à leur verdict, les jurés déclarent O.J. Simpson non coupable. Je me suis sentie trahie. Et j'étais sous le choc parce que j'étais persuadée que c'était lui. Je me suis dit que le jury avait manqué à son devoir. Le jury a fait libérer un meurtrier. Je lui en veux pour ça. Il n'a pas fait ce pourquoi il était là. Il n'a pas rempli sa mission. 2 ans plus tard, les familles des victimes intentent à Simpson un procès au civil. Grande révélation au procès au civil. Quelqu'un a trouvé une photo d'O.J. au stade de football avec au pied les fameuses Bruno Magli. Ça le reliait à la scène de crime. Il a été reconnu civilement responsable, coupable des meurtres et condamné à verser des millions de dollars en dédommagement, ce qu'il n'a jamais fait. Kimberly Goldman et sa famille poursuivent O.J. sans relâche pour qu'il paie pour son crime. C'est à la suite de nos poursuites et de sa condamnation au civil qu'il a forcé une chambre d'hôtel pour voler certaines de ses affaires. En septembre 2007, Simpson pénètre illégalement dans une chambre d'hôtel de Las Vegas pour dérober une collection d'articles de sport lui ayant appartenu. O.J. avait indéniablement des problèmes de trésorerie. Et au final, il a été incarcéré pour avoir voulu voler ses anciennes affaires de sport. Accusé d'enlèvement et de vol à main armée, O.J. Simpson est condamné à 33 ans de prison. Pour moi, ce n'est que justice, parce qu'il paie enfin pour son crime. Bien que très mécontent de l'issue du premier procès, Tom Lange n'a aucun regret. Tout ce qu'on nous demande, c'est de faire notre boulot. Et on l'a bien fait. On a tout donné. On ne saura peut-être jamais avec certitude si O.J. Simpson a effectivement tué Nicole Brown et Ronald Goldman. Cette affaire restera l'un des plus grands mystères criminels de notre époque.